Bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro d'Éduc Action ou l'éducation en action. Nous avons une invitée de choix, on ne pouvait pas trouver mieux, en la personne de Marcel Lynn. Bonjour Marcel. Bonjour Bertrand. Beaucoup de monde vous connaissent à travers l'Ontario, mais aussi à l'échelle du Canada et même à l'international, notamment les amoureuses et amoureux du cinéma. Vous êtes la présidente de Ciné Franco, c'est bien ça? Oui, en fait, je suis la directrice générale et artistique et la fondatrice de Ciné Franco. Voilà, merci pour la correction Marcel. Merci de nous recevoir. Nous savons que vous êtes très occupés et vous préparez notamment vos collaborateurs et vous une autre édition de Ciné Franco pour adultes cette fois. Nous en parlerons un peu plus tard Oui, lors de cet entretien. D'accord. Votre parcours est extraordinaire, Marcel. Je voudrais qu'on commence par là, avant de parler de cinéma et d'éducation, mais qu'on commence par votre cheminement, parce qu'il y a une ligne, il y a un fil conducteur qu'on peut tracer à travers votre personne, votre parcours, vos expériences de vie et le fait qu'aujourd'hui, vous soyez une des grandes dames du cinéma francophone à l'échelle du Canada et à l'international. Vous êtes né au Maroc. Oui, d'abord, merci infiniment pour tous ces adjectifs superlatifs que je ne mérite pas, mais merci infiniment. Oui, je suis née au Maroc et j'ai un grand-père également qui était projectionniste itinérant et j'ai hérité de sa passion pour le cinéma, justement. Moi, je suis née d'une famille en fait marocaine, mais dont mon père, a fait la Deuxième Guerre mondiale comme volontaire dans l'armée française. Et il était très jeune, je crois qu'il a en fait menti sur son âge de manière à être pris dans l'armée. Et toutes ces années qu'il a passées à l'armée, il a nourri une passion, un amour fou pour la patrie française. Et c'est comme ça qu'il nous a élevés au Maroc. Nous allions dans une école française, je me souviens, c'était l'école Charcot. Nous habitions dans un quartier dit européen. Bien sûr, notre langue maternelle est le français, bien qu'autour de nous on nous parlait arabe et quelquefois espagnol. Donc nous étions vraiment, je dirais, nourris de la France. Voilà. Et puis, avec l'indépendance du Maroc, avec cet amour fou que mon père portait à la France, il voulait absolument retourner en France. Et il a amené sa petite famille. À l'époque, c'était donc ma mère, sa femme, et mon frère, Joseph. Nous sommes allés à Sarcelles. Je sais bien des gens vous dire « Ah non, Sarcelles !» À l'époque, c'était la première ville dortoir que la France construisait. Et pourquoi Sarcelles? Parce que le père adoptif en fait de mon père, qui était maire du vieux Sarcelles, voulait absolument que nous vivions près de lui, près de sa famille. Ok. Et en France, comment votre intégration, votre installation s'est déroulée? Vous étiez toute jeune. Oui, j'avais 9 ans, 8-9 ans. Ça a été extrêmement difficile pour moi parce que je pensais que j'allais dans mon pays sans problème. Et bien sûr, la façon dont je parlais n'était pas du tout française. Je n'étais pas de souche française. Et on ne savait pas, quelqu'un qui venait d'Afrique du Nord, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des pieds noirs? Est-ce que ce sont des Arabes? Est-ce que ce sont des Juifs? Il y avait ce côté à la fois méprisant, à la fois un peu haineux, et donc qui m'ont mise très mal à l'aise tout de suite. Et j'avoue m'être sentie malheureuse. Et je trouvais aussi que les enseignants et le contenu de l'enseignement n'arrangeaient rien du tout. On devait suivre la majorité, donc on était là à étudier
des textes qui avaient des valeurs qui allaient contre nous. Donc non seulement de l'extérieur, on était plus ou moins, je dirais, méprisés par les Français, mais en plus de ça, on nous apprenait les valeurs françaises qui nous conduisaient à nous haïr, en fait. Et donc c'était une situation très 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 difficile. C'est une situation que j'ai trouvée à la fois très marquante, et j'avoue avoir développé un complexe d'infériorité qui me poursuit d'ailleurs à cause de ça, d'être marginal, de n'être pas aimé nécessairement. Et finalement, cette marginalité n'est pas quelque chose d'original. J'aurais bien voulu que ce soit original. C'était plus des traits que les Français de l'époque. Alors, c'était les années 60, on n'était pas très loin encore de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait de l'antisémitisme, il y avait tout un sac, qui s'égrenait comme ça de valeurs négatives vis-à-vis de moi, pas nécessairement négatives vis-à-vis du pays. Voilà. Ce que vous venez de dire, c'est qu'à cette époque-là, vous parlez des années 60, l'école de la République, comme on le dit souvent dans les discours officiels, en fait, ne jouait pas son rôle d'intégration, de cohésion en France. Vous avez tout à fait raison, non. C'est que automatiquement, dès qu'on était là, on devait s'adapter d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, comme ma famille était aussi juive, il fallait taire le fait que nous soyons juifs parce qu'on avait peur. Alors, ce que nos parents ont fait finalement, c'est qu'ils ont fait de leurs enfants des enfants donc assimilés. Donc assimilés, intégrés en fait aussi, mais cette intégration s'est faite douloureusement, très douloureusement, avec beaucoup de complexes, comme je disais, certaines agressivités, je dois dire aussi, mais en même temps, il y a quelque chose de magique, il faut dire, que quand on est dans ces écoles de la République, on nous gave de littérature, on nous gave de théâtre, on nous gave de langue française, et petit à petit, je pense qu'il y a une élévation de l'esprit, enfin, dans mon cas, que j'ai aimé, et je me suis sentie, malgré l'environnement, je me suis sentie très française. Donc j'ai fait du théâtre, je connaissais mes classiques, c'était moi en fait. Alors c'est une contradiction comme ça qui arrive. Tout à fait. Vous avez continué vos études, vous avez étudié par exemple à la Sorbonne. Oui, en effet. Puis vous êtes venu au Canada. Oui. Pouvez-vous nous parler de cette transition de la Sorbonne au Canada? Oui, alors donc à la Sorbonne, j'ai étudié l'anglais, l'espagnol, et il y avait une directive, une orientation donc pédagogique là, et j'ai également étudié le mandarin, parce que les années 60 étaient le péril jaune, comme on disait à l'époque. Mais aussi j'avais une véritable attirance vers la Chine, et donc quand je suis venue ici à Toronto, je suis venue en échange culturel entre la France, peut-être la Sorbonne, et l'université York. Ici, j'ai fait des conversations, j'ai enseigné un peu de grammaire, je faisais ce que les professeurs de littérature me demandaient de faire, donc c'était parfait. Et puis, je voulais parvenir, je préparais mon agrégation, j'avais l'intention de faire un doctorat d'université ou peut-être d'État, j'étais pas sûre, et j'ai eu l'occasion d'enseigner une deuxième année, mais cette fois-ci comme chargée de cours, donc à York.
Alors, les ennuis ont commencé. Les ennuis d'équivalence à Toronto. Il fallait que je fasse une maîtrise en français parce qu'on me disait qu'il n'avait aucune assurance que je parle français, que j'ai la connaissance de littérature française. Le lycée où j'avais étudié, Lamartine, était très fort en littérature et j'étais même destinée à faire Cagne et Hippocagne. Donc je pense avoir eu un bon niveau, bon, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai fait une maîtrise en 2 ans, j'ai fait une préparation de doctorat en 2 ans, et après, bon, je me suis essoufflée et la vie À continuer. est venue, voilà, à continuer, exactement. Mais je dois dire qu'à part ces ennuis qui sont communs à tous les immigrants, donc, c'est pas parce que j'étais marocaine, française ou autre, mais ce que je trouvais d'original ici, c'est que quand je disais « Ah, je suis née à Casablanca », il y avait un sourire, il y avait une chaleur. Ah, Humphrey Bogart, Casablanca, on me disait c'est très exotique. Tandis que je disais en France, à Paris, je suis née à Casablanca, on me tournait le dos, on me disait on n'a pas besoin de vous parler. Alors, il y avait une certaine ouverture. Je n'ai pas vu de discrimination à cette époque-là. En général, parce que j'étais immigrante, il y avait une étrangeté, quoique dans les années 70, quand je suis venue, parler français dans les rues de Toronto, dans le métro de Toronto, c'était un petit peu comme si on était des Martiens. Donc il y avait cette étrangeté, mais je n'avais pas trouvé qu'il y avait une hostilité nécessairement. Parce que l'anglophone de l'époque était quand même ouvert. Il voulait apprendre et il voulait connaître. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'était exactement le contraire de l'hermétisme du français. Et là, c'est ici en fait que mon identité française s'est développée parce que les gens que je rencontrais associaient cette identité française au cinéma, au théâtre, à la culture, à la littérature. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où il y avait cette ouverture vers la culture. Voilà, Oui. Voilà qui est dit. On va parler de Ciné Franco, Oui. Marcel. C'est votre grand bébé, un Ciné Franco qui a, sauf erreur de ma part, qui souffle sur ses 22 bougies cette année. Oui, exactement, exactement. Comment avez-vous démarré Ciné Franco? D'où vous est venue l'idée? Comment avez-vous survécu toutes ces, j'imagine, hein, parce que 22 ans, Oh là là, ce ne oui, sont pas 22 oui. ans de tranquillité. Non. Il y a des tempêtes ici et là. Tout à fait. Pouvez-vous nous résumer Oui, un peu enfin, toutes ces années? très brièvement, en 1989, oui, je suis vieille, oui. En 1989, j'avais la curiosité de travailler pour le TIFF. Et donc, je me suis engagée dans le bureau de presse pour voir un peu comment ça marchait. En 94, pas la guerre, hein, Ah oui. c'était une guerre presque. En 1994, j'ai servi de traductrice pour Claude Miller, qui est un grand réalisateur français, qui m'a dit oui, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour le cinéma français, qui n'est pas bien connu ici. Donc il m'a donné une certaine inspiration. Pendant ces années-là aussi, je faisais du volontariat et je servais, je siégeais plus exactement, dans des conseils d'administration, Téléfilm Canada. À un moment donné aussi, c'était la commission de classification. À un moment donné aussi, j'ai été présidente de ce qu'ils appellent OMDC, c'est-à-dire que c'était la Sodimo en français, et c'était une agence gouvernementale qui s'occupait du côté affaires du cinéma, de la musique, des livres, des magazines, etc., du numérique, etc. Donc, je tissais des liens
avec les industries, surtout du cinéma. Et aussi, j'ai fait beaucoup de volontariat dans les arts et dans la défense de la langue française à l'époque aussi, les années 80-90. Donc, j'enseignais également, j'ai enseigné à l'université, donc j'ai enseigné dans des écoles privées, mais également j'ai atterri en immersion. Et je me disais, comme c'est dommage, on enseigne le français dans la classe, mais on ne sort pas. On n'a pas d'occasion de montrer justement qu'il y a une vie en français. Et là où j'allais, je créais des ciné-clubs. À l'université York, un ciné-club. À l'école Allenby, où j'avais un ciné-club. Donc là où j'allais, je faisais des ciné-clubs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ce serait vraiment sympa de pouvoir intégrer l'enseignement du français, non pas dans un milieu de culture vide, mais au contraire de le remplir de quelque chose. Et le cinéma, dont j'avais la passion évidemment, était là. J'avais commencé cependant avec le théâtre. J'avais créé une troupe de théâtre qui s'appelait la troupe des 4 jeudis. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on réinterprétait Molière et on allait dans les écoles d'immersion faire justement du Molière avec des expressions, on essayait de distiller tout le comique, etc. Et mes comédiens, qui étaient des gens que je connaissais, c'était mon frère, alors ils se sont lassés, et moi aussi, parce que c'était des drames en dehors des répétitions, il fallait voir les drames. Non, j'ai trop le trac, je peux pas, enfin bref, c'était très drôle. Et donc ça m'a conduite en fait au cinéma, voilà. Alors aujourd'hui, Ciné Franco a 22 ans, on l'a dit, il y a 2 Ciné Franco en quelque sorte, il y a le Ciné Franco adulte et le Ciné Franco jeunesse. Si vous voulez bien, on va parler du Ciné Franco jeunesse d'abord. Oui, bien sûr. J'y vais, ça fait à peu près 10 ans, plus ou moins. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la qualité des films, la variété aussi là, des films du Vietnam, de Belgique, de France évidemment, du Canada français, etc. Mais surtout les thèmes qui sont choisis. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'exposer la jeunesse aux actualités, aux actualités à la fois thématiques, mais quand on parle de diversité, on peut prendre la diversité à la fois ethnique, la diversité donc thématique, et on aimerait que l'adolescent ou l'enfant sorte du cinéma en s'étant dit je me suis bien amusée, mais en même temps en se posant des petites questions. Ça dépend du niveau évidemment. La programmation est une affaire épineuse parce que nous aimerions parler quelquefois de thèmes plus controversés. Mais il faut respecter également l'espace scolaire, bien que nous soyons en dehors de la classe, on peut dire encore que le cinéma ou la salle de cinéma est en fait un espace scolaire. Donc on aurait peut-être aimé parler d'un peu plus peut-être de sexualité ou parler par exemple de situations sociales comme le harcèlement en général. D'ailleurs, à propos de harcèlement, Marcel, un film que j'ai regardé il y a 2-3 ans, si j'ai bonne c'est mémoire. ça, oui. Marion, 13 ans pour toujours, un film tragique, mais qui soulève une vraie problématique là, dans les écoles au Canada et à l'international. Et est-ce que vous vous êtes aperçu de combien d'écoles sont venues? Il y en avait 2. Pas beaucoup, on ne donnera pas le nom de ces écoles, pas beaucoup d'écoles, mais c'est ça. Quel est le lien entre le cinéma et l'éducation, le cinéma et la formation des jeunes esprits aujourd'hui? Comment est-ce que le cinéma peut contribuer
l'édification de notre jeunesse? Ben, c'est-à-dire que le cinéma, c'est un outil d'apprentissage, c'est un outil de divertissement aussi, mais c'est un outil complet, à la fois où on va montrer des situations de civilisation, que ce soit de civilisation française ou africaine, enfin je dis africaine en gros comme ça, ou encore des situations familiales qui sont vécues dans certains pays d'une certaine manière. Donc il y a ici une ouverture de l'esprit. On essaye de montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs façons de vivre, plusieurs façons de penser, et que ce sont des façons aussi valables. Donc, ouverture d'esprit. Il y a également tout simplement le langage, parce que les gens s'expriment de façon familière, de façon même grossière quelquefois, et c'est très bien, parce qu'on apprend dramatiquement qu'on ne peut pas tous parler de la même façon, et que suivant le milieu social et l'éducation, les gens parlent de manière différente. Donc ça aussi, c'est une façon de bien comprendre les milieux d'où viennent les gens et la qualité, par exemple. Mais il y a aussi tout un côté émotif, tout un côté, et il y a un autre côté qui est à la fois pour la jeunesse et pour tout le monde, c'est que les films posent des situations et des problèmes. Il nous montre comment les personnages vont réagir et vont résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est inspirant. Parce que si quelqu'un, par exemple, choisit la bonté, le pardon, etc., ça va nous faire réfléchir. Si, par exemple, un personnage décide de résoudre un problème avec la violence, on va dire à l'enfant ou à l'adolescent ou même à l'adulte, distance, on le voit, on est spectateur, on braque notre regard sur des actions ou des solutions qui vont nous permettre justement de réfléchir et d'éviter quelquefois de faire ça ou d'imiter. Donc c'est un outil vraiment d'apprentissage, je dirais, global. Notre entretien tire vers sa fin, presque déjà. Oui. C'est bientôt le ciné franco-adulte. Un mot sur, évidemment sans tout dévoiler, mais un petit mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, oui, sur l'édition qui arrive là dans quelques jours. Voilà, alors ça se passera du 22 novembre au 30 novembre. C'est notre 22e année. Nous avons choisi comme thème la famille, donc un petit peu dans tous ses états. Nous avons quelques réalisateurs qui vont venir, en particulier un réalisateur qui va venir directement du Maroc pour la semaine marocaine qui est du 18 novembre au 24 novembre. Et donc il y a des films à la fois controversés qui vont certainement provoquer justement la réflexion et des discussions. En tout cas, c'est un festival qui ne va pas laisser les gens indifférents. Voilà. Ben, on a bien hâte d'y être, Marcel. Merci infiniment. C'est moi qui vous Nous savons remercie. Combien vous êtes bien occupé, oui, par vos nombreuses activités et occupations évidemment. Là. Donc merci beaucoup d'avoir fait l'honneur à Éducation de nous recevoir aujourd'hui, de parler de votre parcours du Maroc à la France et de la France au Canada, ici à Toronto. On a bien vu toute la richesse de votre culture, de votre éducation, de vos expériences professionnelles. Et c'est cette richesse, en tout cas moi personnellement, si vous voulez un peu ma petite analyse, cette richesse je trouve, que vous mettez dans le choix de vos films. Hein, des films qui viennent de partout, des films qui font réfléchir, qui taquinent, qui bousculent un petit peu, qui poussent à la réflexion, qui poussent à la remise en question, qui poussent à l'action également. Et c'est tout cela, Ciné Franco. Évidemment, le point commun, le dénominateur commun, c'est la langue française. Finalement. Voilà, c'est ça. Nous faisons, dans notre diversité ethnique, nous avons un point commun, c'est la langue française et aussi notre histoire coloniale. Ça, c'est très très important parce qu'on a tous subi et vécu
certaines réalités. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça va du Québec jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au Sénégal, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Mali. Et justement, on a comme ça dans le ciné franco qui va venir un film sur une famille malienne, on a un film sur le Rwanda justement, on a donc, comme je vous ai dit, 2 films sur le Maroc. On a des films sur le thème de la famille, mais qui vit des crises, comme avec la radicalisation, par exemple. Donc, c'est un festival qui va effectivement nous bousculer et quelquefois nous faire découvrir des aspects de civilisation dans notre pays, grâce par exemple aux films québécois aussi, que l'on ne connaît pas. Et je suis tellement flattée et ravie que vous ayez réagi par rapport à nos choix, parce que je ne suis pas non plus la seule à choisir, quoique c'est moi qui prends la décision finale. Mais merci de cette façon dont vous avez réagi, parce que je dirais, vous êtes notre spectateur idéal alors. Merci. Merci Marcel, on va arrêter là, sinon on ne terminera pas. Oui. Vous avez bien compris la passion qui anime Marcel Line et évidemment le plaisir, le bonheur que nous avons de la rencontrer, de parler de cinéma et de cinéma en français. À bientôt pour un prochain numéro d'Éducation et merci pour votre fidélité à cette émission. Au revoir. Pardon.